Salut à tous! Aujourd'hui, contrairement à Hannibal en moins 216, on va en finir avec cette deuxième guerre punique. Mais d'abord, on va parler d'une petite chose qu'on a pour l'instant à peine évoquée, à savoir les sources de cette deuxième guerre punique, les sources de ce conflit. Je vous ai parlé un petit peu d'un auteur grec vivant à Rome suite à sa, alors on va dire capture, en tout cas il était otage à Rome et donc il a pu raconter ça, il s'agissait bien sûr de Polybe. On va parler d'un autre auteur qu'on a déjà évoqué en cinquième et qui s'appelle Tite-Live. Alors Tite-Live, c'est un auteur extrêmement important pour l'histoire romaine parce que ce Tite-Live, c'est le seul à avoir raconté finalement l'intégralité de l'histoire romaine, de la fondation de la cité, à sa propre période d'existence. Le seul problème là-dedans, c'est que sur tout ce qu'il a écrit, malheureusement, on en a gardé très très peu, beaucoup d'écrits ont été perdus, même si coup de chance. On a fait des résumés, un autre auteur qui s'appelle Florus a fait des résumés sur les parties qui nous manquent et donc on sait à peu près ce qu'elles contenaient. Reste que, là, pour la deuxième guerre punique, Tite-Live est un auteur fondamental, parce qu'il nous offre un point de vue un petit peu différent de celui de Polybe, point de vue qui est celui de tous les bons Romains, tout ce que les bons Romains devaient avoir comme opinion. L'histoire romaine est une histoire fondamentalement patriotique, et donc tout ce qui est raconté dans les textes des historiens romains, eh bien, sont des choses qui ont pour but de mettre en valeur Rome, son histoire et finalement son destin qui est de régner sur le monde. C'est une chose à laquelle Tite-Live ne fait pas exception. Tite-Live s'appuie sur des sources qui datent de bien avant lui, pas forcément des sources uniquement contemporaines des événements qu'il raconte, mais des sources qui sont teintées de ce même patriotisme qu'on va retrouver chez lui. Là où c'est assez intéressant de lire Tite-Live sur la Deuxième Guerre punique, c'est qu'on sent chez lui que c'est une période particulièrement importante de l'histoire romaine, une période véritablement fondatrice. Ce qui en donne la meilleure idée, c'est de voir la place qu'il y accorde dans tous ses écrits. On peut notamment voir que la Deuxième Guerre punique est racontée dans ces deux livres. Ça paraît déjà considérable comme ça, hein, ça fait quand même plusieurs centaines de pages, mais on peut aussi offrir là-dessus une petite comparaison, à savoir que chacun de ces volumes est séparé en 5 livres, et au total, donc, ces 10 livres vont servir à raconter l'intégralité de la Seconde Guerre punique, soit 15-20 ans. On est plus proche des 20, puisque en plus il va s'attarder un petit peu sur les causes. A l'inverse, les 250 premières années de Rome, donc la période qui correspond à la royauté, dont on avait parlé en cinquième, eh bien tout ça il l'avait raconté en un seul livre. Autant dire que là, pour raconter 15 ans, 20 ans, eh bien il lui faut 10 fois plus de pages. Alors évidemment il a beaucoup plus de sources, beaucoup plus de matériaux à partir duquel il aura des choses à écrire. Simplement, on voit quand même que raconter tellement de choses, être aussi précis et aussi circonstancié dans ce qu'il raconte, ça montre aussi le soin que les Romains ont accordé à cette période de leur histoire qui, pour eux, est véritablement fondamentale. Voilà pour les sources et voilà pour Tite-Live. Revenons-en donc là où on s'était arrêté l'autre fois, c'est-à-dire à la suite de la libération de l'Hispanie par les Romains, à la suite de la victoire du Métor sur les troupes d'Hasdrubal, la décapitation d'Hasdrubal et le fait que sa tête soit balancée dans le camp d'Hannibal. À la suite de ça, Rome est en position de force. Et Rome, contrairement à Hannibal, va faire ce qu'il faut à ce moment-là pour conclure cette guerre. Ce qu'il faut, eh bien, c'est la même idée qui va germer dans leur esprit que ce qui s'était déjà passé pour la première guerre punique, à savoir emmener la guerre en Afrique, un débarquement en Afrique. Vous vous souvenez de Régulus, ce qui lui était arrivé, la torture, l'ambassade à Rome, l'échec des négociations et son retour et sa mise à mort à Carthage. Eh bien, les Romains ont exactement la même ambition, en espérant bien sûr une issue un petit peu plus favorable pour eux. L'homme qui pousse pour cette résolution, pour ce débarquement en Afrique et cette attaque directe sur Carthage, eh bien, c'est Scipion. Scipion, il vient de gagner en Hispanie. Scipion est adoré du peuple, il a un crédit aux yeux des Romains qui est phénoménal, puisque ce jeune homme qui semble béni par les dieux propose cette solution-là, eh bien les Romains n'ont d'autre choix que d'accepter et de le suivre. Ils le font d'ailleurs avec d'autant plus de virulence, d'autant plus d'énergie, qu'ils sont convaincus à ce moment-là que, puisqu'ils ont réussi à renverser le cours de la guerre, eh bien ils n'auront aucune difficulté à l'emporter. Il va quand même s'en poser une de difficulté.
C'est pas très compliqué d'avoir les vaisseaux, c'est pas très compliqué de faire la traversée, c'est pas très compliqué de débarquer. Simplement, il faut être sûr que là où on débarque, c'est un territoire qui nous est soit soumis, soit allié. Or, les Carthaginois, ayant compris que c'était une chose qui se tramait dans leur dos, eh bien, décident de passer à l'action en Afrique. On avait parlé dans la vidéo précédente du fait que en Numidie, c'est-à-dire un petit peu à l'ouest de Carthage, dans ce royaume voisin, il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a le camp de Syphax, qui est allié des Romains, et de l'autre côté, on a le camp de Massinissa, plutôt de Gaïa, mais Gaïa étant mort, c'est son fils Massinissa qui reprend le trône. Eh bien, Massinissa était allié des Carthaginois. Sauf que le conflit tourne en faveur de Syphax. Les Carthaginois décident donc, pour compliquer un petit peu la tâche des Romains, de passer une alliance non plus avec Massinissa qu'ils vont abandonner purement et simplement, mais avec Syphax. Pour ça, ils lui font épouser une jeune princesse carthaginoise qui s'appelle Sophonisbe. Syphax change de camp, donc il trahit son alliance avec les Romains et se range du côté des Carthaginois. La guerre contre Massinissa continue. Quand les Romains savent que Syphax a d'une certaine manière déserté leur camp, eh bien ils décident de passer une alliance avec l'autre, avec Massinissa. Et grand bien va leur en prendre, puisque au moment de leur débarquement, eh bien il y a une sorte d'équilibre dans les combats entre les deux, mais puisqu'ils veulent débarquer au plus près possible de Carthage, eh bien c'est plutôt dans la région occupée par Massinissa à ce moment-là. Ils vont lui prêter des troupes, notamment des troupes qui seront sous le commandement du second, du bras droit de Scipion, qui s'appelle Laelius, et lors d'une bataille qui s'appelle la bataille des Grandes Plaines, eh bien ce sera une victoire pour Massinissa et les Romains. Syphax est battu, Syphax est fait prisonnier, et puis on a le retour de Massinissa, ou plutôt l'entrée de Massinissa à Cirta dans la cité de son adversaire Syphax. À ce moment-là, donc, Massinissa devient le roi de la Numidie, et d'une certaine manière met la Numidie entre les mains des Romains, même s'il en reste le roi légitime. Il le restera d'ailleurs pendant plusieurs décennies, et sera un allié indéfectible des Romains par la suite. Quand il arrive dans le palais de Cirta, il tombe sur Sophonisbe qui va jouer de ses charmes, en tout cas c'est comme ça que les Romains le disent, mais les Romains ont souvent dans leurs textes l'habitude de donner le mauvais rôle aux femmes, c'est ce qu'on retrouvera par la suite politiquement avec notamment aux femmes orientales avec Cléopâtre, et Sophonisbe se jette aux pieds de Massinissa qui, frappé par sa beauté, décide de lui promettre qu'elle aura la vie sauve et qu'il ne la livrera pas aux Romains. Sauf que Laelius traîne par là et dit « écoute, c'est pas toi qui décide, Rome va l'emporter dans cette guerre, on le sait ». Il y aura donc un triomphe pour Scipion dans son retour à Rome, et lorsqu'un général romain triomphe, eh bien, il y a un cortège qui précède le char du vainqueur, et dans ce cortège, il y a les grands battus, et on veut y faire figurer Sophonisbe avec Syphax. Il n'a pas le choix, Massinissa, il doit se résoudre, et donc plutôt, alors il va offrir une porte de sortie à Sophonisbe, c'est-à-dire qu'il sait que la dernière chose qu'elle voudrait, ce serait d'être livrée aux Romains, et donc il va lui envoyer une fiole de poison en lui disant bah voilà, si tu préfères t'en sortir comme ça, profite de cette opportunité. Sophonisbe dit bah puisque c'est ça le cadeau de mariage qu'il m'envoie, autant que je l'utilise tout de suite, et Sophonisbe se donne la mort. C'est un petit peu particulier parce que dans ce grand récit de la guerre qui nous est fait par Tite-Live, eh bien, on a cette parenthèse totalement romanesque qui change un petit peu du ton du reste. Bref, Carthage, à ce moment-là, a l'ennemi à ses portes, un ennemi qui est renforcé par la cavalerie numide de Massinissa. On rappelle en toute urgence Hannibal, on avait en même temps rappelé en toute urgence son frère Magon qui lui avait été blessé lors des derniers combats qui ont lieu en Hispanie et qui va mourir sur le chemin du retour alors qu'il est encore en mer sur un des navires carthaginois. Hannibal revient en catastrophe, ce sont ses ennemis politiques à Carthage, les Hanons, qui l'ont fait revenir parce que même eux comprennent à ce moment-là qu'il n'y a absolument aucun autre choix, aucune autre possibilité. Hannibal revient, organise une rencontre avec Scipion pour essayer de parler de paix. Scipion va être assez réceptif, il va être à l'écoute de leur proposition de paix, qu'il va accepter. Simplement, quand on veut faire ratifier ce traité de paix par le Sénat romain, eh bien le Sénat dit « mais nous, on n'a jamais donné notre accord », et donc ils vont temporiser pendant un certain temps.
Sauf qu'à Carthage, à ce moment-là, il y a un siège qui a été mis par les Romains, on est en train de mourir de faim, et il y a un navire romain de ravitaillement qui va passer, on va l'attaquer pour amener cette nourriture à Carthage. Les Romains, le Sénat romain va prendre ça comme prétexte pour rejeter complètement, briser le traité de paix qui avait été proposé, et donc la guerre doit avoir lieu. Il va y avoir deux petits événements avant la dernière bataille, avant la bataille décisive. Le premier, c'est une rencontre entre Hannibal et Scipion, rencontre au cours de laquelle Hannibal va essayer de revenir sur la proposition précédente et puis aussi essayer de raisonner Scipion en lui disant on n'est pas obligé d'en venir là. Scipion va lui dire si on en est obligé, on y est obligé plutôt. Toi, tu n'as pas été capable de finir la guerre, moi je vais le faire en l'amenant vraiment à son terme. Et puis le deuxième événement, c'est le fait que, comme dans toutes les guerres et avant toutes les batailles, il y a des espions. Les espions d'Hannibal sont envoyés dans le camp de Scipion. Ils vont être identifiés, ils vont être arrêtés. Et quand on les conduit devant Scipion, Scipion, plutôt que de les mettre à mort, va tout simplement leur faire une visite guidée de son camp, pour ensuite les relâcher et qu'ils puissent finalement remplir leur rôle d'espion et raconter à Hannibal tout ce qu'ils ont vu. Pourquoi est-ce que Scipion fait ça? Tout simplement parce qu'il a compris qu'il est plus fort, son armée est en bien meilleur état, ses effectifs sont supérieurs. Il sait aussi qu'il a enfin mis au point, avec la bataille du Métor, les Romains ont mis au point une stratégie qui leur permettra de lutter efficacement contre une des armes les plus importantes qu'avaient les Carthaginois, à savoir les éléphants. Et donc il n'a absolument pas peur. Et il se dit au contraire qu'en faisant ça, il va prendre un avantage psychologique déterminant, à savoir que les espions vont faire leur récit, leur compte-rendu à Hannibal, et une fois que Hannibal les congédie, eh bien, ils vont raconter tout ça dans le camp. Les Carthaginois vont les entendre, vont apprendre qu'ils sont en infériorité, qu'ils n'ont quasiment aucune chance de gagner, et ça va jouer sur leur morale pour la bataille du lendemain. Donc un coup stratégique qui est particulièrement intelligent de la part de Scipion, d'autres en feront autant par la suite. Et donc la dernière bataille, la bataille décisive de cette deuxième guerre punique, va avoir lieu à Zama, en Afrique du Nord, en moins 202. Et lors de cette bataille, Scipion va donc réussir à déjouer cette arme qui était les éléphants par deux manières. La première, c'est de faire donner des clairons le plus fort possible, parce qu'il sait que les éléphants sont sensibles au bruit, et donc ça va les désorienter complètement, leur faire peur, et un certain nombre des éléphants va se retourner contre les armées carthaginoises et briser leurs lignes, piétiner même quelques soldats. Et pour les autres éléphants qui, eux, vont continuer à mener leur charge, eh bien, il a mis en place sa ligne de bataille de manière très très espacée, de manière à ce qu'ils puissent, les soldats, s'écarter, notamment les vélites, les fantassins de première ligne, s'écarter lorsque les éléphants arrivent, de manière à créer un corridor dans lequel ils sont un petit peu prisonniers, et de la droite et de la gauche, on va leur lancer des pylômes, des javelots qui vont les tuer, et donc ils ne vont faire quasiment aucun dégât. Bon, cette arme étant complètement déjouée, par la suite les Carthaginois n'ont plus aucune chance de l'emporter, ce sera une victoire totale des Romains, et les Carthaginois n'ont d'autre choix que d'accepter les conditions émises par Rome. Hannibal, lui, est en fuite, il sait très bien que s'il reste à Carthage, les Romains vont mettre la main sur lui, l'arrêter et le conduire ensuite lors du triomphe de Scipion à Rome, où il serait mis à mort, donc il préfère s'enfuir. On en terminera avec lui un petit peu après. Les conditions de victoire du traité de victoire des Romains sont les suivantes. Tout d'abord, ils acceptent de dissoudre leur flotte ne gardant que 10 navires, ce qui n'est rien pour une puissance telle que Carthage l'était. Ensuite, ils vont devoir encore une fois payer, comme à l'issue de la première guerre punique. Cette fois-ci, c'est une somme monumentale qu'on leur demande, puisqu'on va leur demander 10 000 talents d'or. Alors la première condition, le premier traité de paix, celui fait par Scipion dans son coin, était de 5 000. On double encore la dose, donc c'est considérable, mais ils n'ont pas le choix. Et puis enfin, Carthage renonce à toutes ses ambitions en Hispanie et aussi sur les Baléares, laissant le champ libre là-dessus aux Romains, qui vont poursuivre une logique de conquête sur ces territoires-là aussi. Donc Carthage, à ce moment-là, s'effondre complètement, n'a plus les moyens véritablement d'être une concurrente crédible pour Rome autour de la Méditerranée. Et c'est comme ça que s'achève donc cette seconde guerre punique en moins 201 par ce traité de paix.
En épilogue, on va parler de ces deux grands personnages qui sont les figures les plus importantes de cette deuxième guerre punique. D'un côté Hannibal, de l'autre Scipion. On va peut-être commencer par Scipion parce que à la suite de tout cela, Scipion va bien sûr revenir auréolé de gloire à Rome, va avoir droit à son triomphe, va avoir une carrière politique qui commence sous les meilleurs auspices qui soient, et qui va petit à petit s'éteindre parce que à Rome, on n'aime pas trop quand une seule personne possède autant de prestige, et donc ce prestige va être contesté de plus en plus, notamment par un opposant politique qui s'appelle Caton, dont on reparlera pour la troisième guerre punique. Et il va finir sa vie, il va mourir, alors il va finir sa vie loin de la politique romaine, à l'écart de tout cela, euh, dans le sud de l'Italie, et il va mourir à 52-53 ans, c'est-à-dire relativement jeune, et on ne sait pas véritablement à quoi cette mort est due. Toujours est-il que la deuxième partie de sa vie sera beaucoup plus terne que ne l'a été la première. On peut quand même souligner que sa famille, hein, la famille Scipion, est une famille qui va rester, elle, très prestigieuse et très importante. Son frère va être... alors, petite chose que j'ai oublié de dire. Scipion, après ce triomphe, va se faire saluer par le Sénat et par le peuple romain du surnom de l'Africain, puisque c'est le vainqueur de l'Afrique, celui qui a permis de mettre la main sur l'Afrique. Donc Scipion l'Africain, et donc son frère cadet, va lui, par la suite, se distinguer également au combat en remportant des victoires, lui, beaucoup plus à l'est et pas au sud, et il sera à son tour surnommé Scipion l'Asiatique. Et dans la même famille, il y aura un autre représentant dont on reparlera pour la troisième guerre punique cette fois-ci. Quant à Hannibal, lui, bien sûr, va surtout connaître la fuite, connaître l'exil. Il ne remettra plus les pieds à Carthage, il ne reverra plus ses terres et son pays. Il va partir à l'est, il va jouer un petit peu le mercenaire pour différents rois au cours des quelques décennies qui vont suivre, et puis finalement s'installer dans un royaume d'Asie mineure qui s'appelle la Bithynie. Il est accueilli par un roi, le roi Prusias, qui voit d'un bon œil son arrivée, parce que Prusias à ce moment-là est en guerre contre un de ses voisins, le royaume de Pergame, qui est un allié historique de Rome, et donc il se dit qu'avoir un si grand général et un ennemi de Rome, c'est une bonne chose pour lui. Les Romains vont pacifier cette partie du monde à l'issue de ce qu'on appelle une autre guerre macédonienne, et se rapprocher petit à petit, si bien que lorsque le général Flaminius arrive en Bithynie, eh bien, il va exiger de Prusias qu'on lui remette la tête d'Hannibal. Lorsqu'Hannibal, dans sa forteresse retranchée, voit arriver les troupes de Flaminius, eh bien, il préfère se suicider plutôt que de tomber entre les mains des Romains. Ça se passe en l'an -183, et là où l'histoire, le destin est parfois ironique, cette année -183 est également l'année de la mort de Scipion, c'est-à-dire que les deux adversaires qui s'étaient opposés au cours de cette seconde guerre punique vont trouver la mort exactement la même année. Voilà, c'est tout pour la deuxième guerre punique. Il nous restera une dernière vidéo pour parler de la troisième guerre punique, vidéo qui sera beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu faire là en à peu près 1 heure de cumul sur les 3 dernières vidéos. J'espère quand même que ça vous a plu et que vous n'avez pas trouvé le temps trop long. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine en cours pour de vrai, en face à face. Et donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Salut!